Aujourd'hui, c'est encore un vieux chantier et une période évidemment très chargée, encore pour au moins, on va dire, 1 à 3 semaines, et une autre accalmie dans encore quelques semaines, et voilà, enfin, ça bouge très fort. C'est pas la peine de me dire que c'est pas la peine de le mentionner puisque c'est tout le temps comme ça fait de vous quand même quelqu'un d'assez inhumain, mais là je pense que la personne en question saura de qui il s'agit. De toute façon, elle est bloquée, elle sera encore bloquée. On va faire un petit point sur le harcèlement, mais étant donné la période, je vais vous faire un petit résumé de la sororité chez les Saint-Simoniennes pour parler de deuil, de famille et de politique. Alors je voudrais remercier à peu près tout le monde, mais pas tout le monde, du soutien assez important que j'ai reçu après le harcèlement massif. Enfin, le harcèlement massif, ça a été... j'ai eu 2 personnes vraiment harceleuses ces dernières semaines. Euh, mais en fait, je n'ai pas besoin de détailler ça. Et ce que je veux en dire, donc je veux déjà remercier tout le monde parce qu'en fait, ça compte. Ça compte beaucoup, ça a permis de faire sauter un compte Instagram, pas tous. Mais il y a des limites à l'intolérable. Enfin, il y a des choses tolérables et d'autres intolérables. Il y a des choses compréhensibles et d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, je me disais, le problème n'est pas tellement que les choses m'atteignent ou pas. Et en fait, cette dimension-là ne vous regarde pas. Mais moi, je considère comme absolument nécessaire et sain d'imposer ici des limites très claires de l'acceptable et de l'inacceptable, et notamment avec quelques rappels qui sont: je suis bénévole, je fais des vidéos depuis 6 ans, on est à autour des 450 vidéos ici, je les fais uniquement pour diffuser la science, la littérature et parfois le féminisme, en tout cas une compréhension du féminisme, mais c'est une chaîne qui est d'abord littéraire. Je n'ai jamais eu envie d'avoir spécialement de succès avec cette chaîne. S'il y en a qui vient, c'est super, mais c'est une des raisons pour lesquelles elle n'est pas monétisée, c'est qu'une chaîne YouTube monétisée est une chaîne qui est davantage partagée. Moi, je considère, étant fonctionnaire, qu'il n'est pas nécessaire, voire décent, étant fonctionnaire, et travaillant justement sur les choses qui sont de la chaîne, c'est-à-dire que mon statut de fonctionnaire n'est pas un statut alimentaire, c'est le job que je veux avoir. J'aimerais bien le pérenniser, ça fait partie des chantiers chargés. Mais voilà, ça amène, voilà, il y a des prises de position sur cette chaîne qui sont très nettes, qui ne sont pas forcément toujours visibles dans le format. Ce qui est à peu près clair, c'est que si j'arrête un jour cette chaîne YouTube, ce sera très probablement à cause de ce genre de commentaires. On ne réalise pas que depuis quelques années, et je ne le réalise pas moi-même en fait, je suis quand même globalement insultée de manière plus ou moins directe à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Toutes les semaines. Voilà. Alors, les dingos ils changent, hein, c'est pas. Et les raisons et les machins et la gravité du truc, et ça c'est alors que YouTube censure. C'est-à-dire que moi, il y a des commentaires que je ne vois jamais. Parfois, j'ai quelqu'un qui vient m'expliquer qu'ici, c'est pas la liberté d'expression parce que ce commentaire n'est jamais apparu. Allez, 9 fois sur 10 dans ce genre de cas, je n'ai jamais vu le commentaire en question. YouTube l'a déjà censuré. Alors, c'est pas forcément parce que ce sont des insultes, mais YouTube ne fait pas apparaître aussi les commentaires qui vont contenir des liens extérieurs, de gens qui vont être considérés eux-mêmes comme harceleurs, ou un doute, ou un spam. Donc ouais, il y a pas mal de choses auxquelles dont je n'ai jamais connaissance du tout, et sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, et ça me va très bien, parce qu'en fait je m'en fous. Et donc ça c'est important de le savoir, c'est-à-dire que si vous voulez publier un lien ici extérieur, bah vaut mieux être déjà de la communauté, non pas que moi je vous valide, mais c'est YouTube qui va vous valider ou pas. Communauté c'est pas forcément de ma chaîne, hein, mais en fait YouTube il connaît votre comportement. Et donc, il y a des choses qui vont passer, pas passer, et qui sont plus ou moins discutables. Moi, j'avais un blog qui était considéré par spam comme Facebook. Ça n'a jamais été rattrapé. Et c'est comme ça, parce qu'en fait, ils ont des règles aussi qui sont extrêmement strictes pour permettre des espèces de circulation à vase clos, pour permettre ou contraindre à des circulations à vase clos. Le but de YouTube, c'est qu'on ne sorte pas de YouTube. Le but de Facebook, c'est qu'on ne sorte pas de Facebook, etc. Les logiques sont les mêmes, même si les réseaux sociaux diffèrent. C'est question de commentaires. Moi, c'est pas pour... Enfin, moi, je réfléchis à vraiment couper les commentaires, et en même temps, je trouve qu'il y a plein de moments qui sont intéressants, et même dans les clashs, je vois aussi des moments de clash qui vont amener une espèce de compréhension. Je ne sais pas pourquoi. Cette chaîne YouTube amène, alors je pense que c'est un peu toutes les chaînes YouTube, mais je pense que c'est la dimension intellectuelle de cette chaîne YouTube, mais m'amène en fait des gens qui sont vexés, et souvent des hommes qui sont vexés, mais pas toujours des hommes,
et qui veulent, d'une manière ou d'une autre, venir un peu me chier à la gueule. Et après, alors avec plus ou moins d'insultes ou des insultes contournées, etc. C'est quand même absolument ridicule de croire que ça ne se voit pas. Et quand je dis que ça ne se voit pas, ce n'est pas seulement moi qui le vois, c'est tout le monde. Donc c'est un comportement qui non seulement est infâme, mais qui en plus est ridicule. Et donc les moments moi, j'ai régulièrement des gens, alors, qui vont pas forcément eux-mêmes se considérer comme harceleurs, mais qui en fait sont des gens qui pèsent dans le sens, qui sont un putain de fardeau en fait, quoi. Qui vont arriver, et alors moi voilà, j'adore les gens qui m'expliquent ce que je raconte dans la vidéo. Évidemment, moins bien. Ou qui vont me prendre de haut d'une manière ou d'une autre. On va le dire très clairement. Moi, je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. En fait, je n'ai même pas le temps de lire vos avis. Je peux les lire, je trouve ça plaisant que ce soit un espace d'échange. J'aimerais d'ailleurs que ça le soit davantage, et davantage entre vous. Voilà. Je pense pas que ce soit une chaîne qui soit très favorable, parce que c'est quand même aussi un format assez vertical, même si évidemment la caméra est horizontale, mais c'est-à-dire, moi je fais quelque chose qui est pas très loin d'un cours, qui est pas un cours, mais voilà, et on se connaît pas, et ça favorise pas les interactions. Moi je pars du principe, quand je reçois un commentaire, dont je sais pas si c'est du lard ou du cochon, je pars du principe que c'est hostile. Voilà. Alors ça veut pas dire, et en général je me trompe pas, voilà. Parce qu'en fait, 9 fois sur 10, les personnes qui viennent commenter de manière pas claire, voilà, avec, ou je sais pas un peu comment prendre le ton, c'est pour me chier à la gueule. Et il y a un moment, je suis désolée, votre liberté d'expression, elle ne revient pas à venir m'insulter. Ni qui que ce soit. Ni quelque groupe de personnes que ce soit, ou individualité, etc. C'est absolument inadmissible. Donc évidemment, là, moi, le harcèlement de la semaine dernière, en plus en nom propre, machin, etc., il amène une plainte. Enfin, évidemment qu'il amène une plainte. Et j'ai déjà eu mon avocat au téléphone. La question, là, maintenant, c'est, en fait, quand est-ce que j'ai le temps? Et ça va arriver dans quelques semaines. Mais bien sûr qu'il y a une plainte. Parce que ce n'est pas acceptable. Donc quand ce n'est pas acceptable, on met en place une procédure pour que la chose ne se passe pas. On fait comme ça à l'école, on fait comme ça au travail, on va faire comme ça aussi sur YouTube. C'est tout. Donc moi, les commentaires, évidemment, je valide, j'invalide. C'est inutile de me dire, de venir commenter de venir... c'est pas la peine. Moi je ne filerai jamais les codes de ma chaîne à qui que ce soit. Je veux dire, je fais ma chaîne ou je la fais pas. Peut-être qu'un jour je désactiverai les commentaires. Mais moi je suis quelqu'un qui est très très autonome. Voilà, donc j'ai tendance à pas déléguer, encore moins à des gens que je connais pas. C'est inutile de me dire de ne pas le prendre mal. Il n'y a aucun monde dans lequel il est possible de me dire que c'est une bonne chose que ma grand-mère soit morte parce que je suis enceinte. Parce que c'est ça qui était l'objet du harcèlement. Il n'y a aucun monde dans lequel une chose pareille peut passer comme ça sous le tapis. Ce n'est pas vrai. Et donc, comme ça ne passe pas sous le tapis, je vais déposer une plainte. Et on va aller jusqu'au bout de la procédure. Et ça permet aussi de transformer ce qui est une attaque personnelle immonde, qui dit beaucoup de choses de la personne qui le fait, mais ces choses-là ne m'intéressent pas, en procédure. Et bon, voilà, une procédure, on la suit, c'est tout. Et il est inutile aussi de venir me dire, là j'ai quand même eu quelques commentaires de ce genre-là, de ne pas dépenser d'argent, je me démerde avec mon avocat, des emmerdes, j'en ai déjà. Ou d'y aller mollo, de ne pas me laisser atteindre. On ne parle pas de quelqu'un qui va juste délirer dans son coin. On parle d'une attaque personnelle avec une volonté de destruction. Que cette volonté parvienne ou non à m'atteindre, cela ne regarde donc personne, et cela n'est pas la raison d'un dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, c'est les bornes de l'acceptable et de l'inacceptable. Et ça, que tout le monde l'entende bien, parce que moi, je n'ai aucune hésitation pour ce genre de choses, et je n'ai pas d'âme, je m'en fous. Voilà. Et on y va. Et ça, c'est à peu près tout ce qui se passe. De toute façon, j'ai le cuir solide. Hein. J'ai pas de poste, ça fait 5 ans que j'ai soutenu ma thèse, 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Vous croyez que c'est la première fois qu'on m'insulte? Sérieusement? À 5600 abonnés? C'est pas beaucoup, hein, mais pour une chaîne comme la mienne, c'est énorme. Donc ça, c'est les choses qui sont posées et qui sont pas négociables, en fait. Donc le deuxième harceleur qui est venu après chouiner que mes excuses machin et que puis-je faire pour récupérer avec toute la condescendance du monde qui était tout aussi insultante. Mais dans quel monde on traite les gens de cette façon-là et de toutes les façons? J'attends toujours l'adresse postale. Hein. Moi je n'ai aucune âme.
Et je n'en ai rien à faire de la liberté d'expression si votre liberté d'expression revient à considérer que je suis un paillasson de la VOD, de la vidéo on demand, que moi je suis là pour répondre aussi à vos avis littéraires, là, comme ça, du jour au lendemain. Bonjour, j'ai lu ça, t'en penses quoi? Bah, essayez de le demander gentiment peut-être. Et peut-être à un moment où je suis pas en plein harcèlement, en fait. Et où je dis que la situation est difficile. Vous voyez, ce genre de choses qui permet de se dire, bah, les gens qui me parlent doivent être humains ils donnent l'impression qu'ils ont conscience qu'ils parlent à un être humain. Et comment voulez-vous que... Là, moi, je vais dire des gens sur cette chaîne YouTube, j'en ai bloqué des centaines. Et sur les autres réseaux sociaux. Bah, ça va continuer, c'est tout. Voilà. Pour moi, une des questions, c'est est-ce que je continuerai ou non cette chaîne YouTube si ces choses-là deviennent trop pesantes parce que la chaîne grossit. Il n'y a pas d'autre question à ça. Et à quel moment je fermerai ou pas les commentaires. Donc, bah, tenez-vous à carreau, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, on va pouvoir essayer de parler un peu plus correctement, mais j'avais besoin de faire ce point harcèlement parce qu'en fait, on est aussi sur des sujets qui sont très sous-estimés. Bon, après, moi, je veux dire, je suis dans une communauté qui est peu médiatisée au niveau de la recherche ou qui est dans un rapport assez innocent, finalement, à la communauté, mais qui est aussi un monde, enfin une niche en fait, qui est par exemple celui du monde de la poésie de YouTube ou des lettres, ou des gens qui vont être exposés, mais pas forcément sur les réseaux sociaux. Je connais des gens qui sont très exposés et qui prennent des vraies vagues de harcèlement, ce qui n'est pas mon cas non plus. C'est quelque chose qui est proprement invivable en fait. Ce que vit Sandrine Rousseau, ce que vit Marie Coquet-Chambel, ce que vit Manon Garcia, enfin, voilà, des féministes visibles, éminentes, que j'admire, Rokhaya Diallo, évidemment. Enfin, Rokhaya Diallo, ça remonte à l'ONU, il me semble. Hein. Enfin, on est quand même sur des niveaux de délire ahurissants. Ouais, je veux dire, c'est parce que j'ai conscience de cette violence-là que je ne laisse rien passer. Et je vous engage en fait à faire de même. Dans quel monde vit-on? Un monde dans lequel on va occulter les violences? Dans lequel on va refuser de les voir? Ou dans lequel on acte le fait qu'une violence est une violence et que non, ce n'est pas aller mieux ou faire les choses bien que de ne pas avoir une violence. Une violence est une violence, quelle qu'en soit la cause. Et donc, boum, on acte procédure. De manière proportionnelle, pas carcérale, machin, etc. Évidemment. Mais ça, ce sont d'autres questions. Et évidemment, si quelqu'un vous bloque quelque part, bah, vous n'allez pas parler ailleurs. Parce que si la personne vous montre qu'elle n'a pas envie de vous parler, bah, vous ne lui parlez pas. Et c'est facile. Voilà. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont extrêmement importantes. Enfin, voilà, on a besoin quand même d'un vivre ensemble un peu plus conscient quand même des enjeux de violence extrême qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et qui sont parfois politiques, qui ne le sont pas seulement ou uniquement, mais voilà, c'est pas simple, et il y a un moment, bah moi je peux pas faire une chaîne sans être exposée. C'est comme ça. Alors, je demande pas de conseils, je demande à ce que les choses soient entendues. Et je voudrais d'ailleurs dire que les donneurs de conseils à tout moment, donneurs ou donneuses ou donneuses, faut vraiment arrêter parce qu'en fait, ces moments de conseils que l'on va donner quand on va donner son avis alors qu'en fait on sait absolument pas ce qui se passe, ça montre juste en fait qu'on est en train d'essayer de résoudre une impuissance qui est en fait un problème personnel, mais pas le problème de la personne qui a un autre problème qui souvent est bien plus grave que juste un sentiment d'impuissance qui est un inconfort. C'est ça que ça veut dire. Donner un conseil non sollicité, c'est ça. Ou, pire, on est en train de contrôler la personne. Donc faut pas en fait, faut voir ce qui va fonctionner pour les gens, faut certainement pas parler à leur place. C'est une question d'agentivité, c'est extrêmement important, et notamment pour des questions de construction ou reconstruction quand on est dans une situation qui fait de nous une victime, d'une chose ou d'une autre, parce que victime c'est pas un statut ontologique, c'est un statut relationnel. Et après, il y a tout ce qu'on appelle une carrière de victime. Ça, c'est étudié par la sociologie. Hein, des étapes, des façons de se construire comme victime qui changent selon les sociétés, les moments, l'histoire, etc., les milieux sociaux. Bon, voilà. Si ça vous intéresse, allez voir du côté d'Yannick Barthes. Ce sont des sujets très, très actuels. Hein, et c'est passionnant. Voilà. Mais il est certain, et ça c'est vraiment démontré en socio-psycho, etc., que globalement... ce qui fonctionne bien pour les victimes et qui les aide à aller mieux, c'est pas qu'on les prenne en charge, c'est de les aider à se prendre elles-mêmes en charge. C'est la construction ou la reconstruction de l'autonomie. Et de toute façon, l'autonomie, c'est le seul but possible.
Et l'autonomie ne signifie pas l'isolement, ne signifie pas la solitude, ça signifie comment on arrive à agir pour soi autant que pour soi, mais aussi pour la société, mais comment on peut être une autonomie dans un ensemble. Et pour moi, ça, c'est une question qui est absolument fondamentale à toutes les étapes de ma vie et qui est née de plus en plus clairement. On va passer à la suite. Je sais pas si je vais réussir à switcher comme ça. Mais là, c'est vraiment un truc... Enfin, moi, il y a vraiment... Là, sur des moments comme ça, j'ai pas envie de fermer la chaîne de cette façon-là, mais j'ai vraiment envie de traîner tout le monde aux tribunaux. Ce qui n'est pas voilà, toujours le plus efficace. Mais pour moi, la seule question, c'est qu'est-ce qui est efficace pour être tranquille. Il n'y a pas d'autre question. Je vous dis, je n'ai pas d'âme. J'y crois pas. Mais on n'est pas sur des points qui sont en fait minimes. Et bah, évidemment que quand on vient juste faire un tour comme ça sur ma chaîne, on ne le voit pas parce que ce genre de commentaires, je les supprime. D'ailleurs là, le harcèlement, il est arrivé sur mon Facebook, pas sur YouTube. YouTube, j'avais déjà bloqué, mais voilà, c'est pas forcément vu, mais c'est important d'en avoir conscience, quoi. Il y a quelque chose. Je me rappelle d'une amie qui comprenait pas pourquoi je tirais la gueule dans la rue parce qu'on m'avait reconnue, pas très loin de chez moi, parce qu'on m'a reconnue pas loin de chez moi, et qui voulait plus de succès, et pour sa propre chaîne YouTube, avec beaucoup moins d'abonnés, et qui là commençait à comprendre que, ouais, non, en fait, ce qui est valorisant et gratifiant d'un côté est aussi assez angoissant. Voilà. Parce qu'il y a quand même... Enfin, il y a une asymétrie dans la relation parasociale, mais l'autre asymétrie, c'est que vous me reconnaissez que moi je vous connais pas. Et j'ai pas forcément envie de vous connaître. 5000 personnes, 300-400 vues par vidéo, toutes les semaines, en moyenne. Ça tient pas dans le salon. Alors hier, j'avais une belle journée d'études pour la sortie d'un numéro 3 de Savoir en lien. Donc j'ai appris ça, j'ignorais que c'est une revue qui a été fondée par Stéphanie Jenant, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est notamment une stalienne et une salienne. Donc c'est quelqu'un dont je connais pas encore très bien les travaux, mais dont j'apprécie beaucoup les présentations en séminaire, etc. Enfin, quand je peux la rencontrer. Voilà, j'apprécie beaucoup le travail, je pense que j'en reparlerai à diverses reprises, enfin, puis que je trouve sympathique, mais après c'est pas une copine, ça viendra peut-être, hein, voilà, ça c'est... Et en tout cas, il y a eu, donc voilà, moi j'avais vu l'appel et pas répondu par manque de temps, mais un appel à communication sur un numéro sororité, donc cette revue est sortie hier, et j'ai été invitée moi-même par, je crois que c'est les coordinatrices du numéro, à présenter quelque chose sur la sororité. J'ai proposé quelque chose sur les Saint-Simoniennes. Avec un titre que j'aimais bien, c'était Se reconnaître sœur, s'inventer comme femme, un truc comme ça, sur la sororité dans la femme libre. Je vais pas reprendre la communication, puis ça sera publié à un autre moment, dans un autre numéro. Enfin, mais c'était très intéressant parce qu'il y avait des communications invitées comme cela, des retours sur le numéro aussi, des gens sympas, des communications intéressantes. Donc moi, je veux dire, ça a été un bon moment, même si la période est beaucoup trop chargée pour moi, mais ça a été quand même quelque chose d'assez sympa. Et ça m'a amené, donc moi je l'avais quand même déjà un peu évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne, à cette question de la sororité saint-simonienne, qui est une sororité pas forcément très consciente ou politisée, qui n'est pas théorisée dans le sens déjà aussi où le concept n'apparaît pas en tant que tel, mais les saint-simoniennes s'interpellent en tant que sœurs. Et ça, c'est un modèle qui est à la fois un modèle chrétien, c'est le modèle de la communauté chrétienne conventuelle, enfin du couvent, Alors non pas qu'elles vivent en retrait de la société, mais ce modèle en fait, il est repris par le saint-simonisme, notamment celui d'Enfantin, et il est remotivé par la pensée. Alors ça, je sais pas à quel point ça vient de Saint-Simon, ou si c'est une invention plus récente, dans les années 30, 20-30, d'une famille saint-simonienne. C'est-à-dire que le saint-simonisme se construit en une famille, avec un grand F, et qui a un père. Alors, au départ, il en a 3, ce qui est très étrange, mais il finit par n'en avoir plus qu'un qui est Enfantin. Donc, tout est quand même assez étonnant dans cette histoire, les noms, les rôles, avec donc des majuscules. Et un des grands principes du saint-simonisme, c'est l'attente de la femme messie, qu'on appelle aussi la mère. Et avec une interrogation, enfin
quelque chose de très complexe. C'est-à-dire que dans l'attente de cette mère, enfin très complexe, très pervers en fait, plutôt que complexe, enfin peut-être pas chaque, mais beaucoup de saint-simoniennes se sont reconnues comme la mère potentielle de cette église, notamment parce qu'Enfantin avait un charme certain, ou un certain charme. En tout cas, visiblement, il a fait effet. Et je pense qu'Enfantin est le modèle du Christ de Renan, par exemple, de Vie de Jésus. Enfin, qui a quelque chose, voilà, notamment dans son attirance pour les femmes. Je crois que Vie de Jésus est vraiment très très empreint de saint-simonisme. Ça fait partie de mes chantiers ultérieurs, quoi. Ça sera une vie de chantier, mais peut-être qu'un jour ça sera une vie de chantier, pas BTP, quoi. Voilà. Et donc, en tout cas, le saint-simonisme, c'est religieux, mais c'est quand même plus la même religion, c'est plus ou moins en dehors du christianisme. Et ce qu'elles appellent être en dehors du christianisme, c'est grosso modo pratiquer l'amour libre, mais en fait, elles sont quand même pas très nombreuses à le faire, et encore moins à le revendiquer, parce que c'est extrêmement... c'est quand même extrêmement compliqué d'être dans l'amour libre au 19e. Et elles vont dans le même temps se mettre dans une... Enfin, elle se retrouve... Donc, en fait, le saint-simonisme est la religion de l'égalité de l'homme et de la femme. Ça, c'est la proclamation officielle à partir d'une phrase de Saint-Simon. Proclamation d'Enfantin, année de la femme par Barreau, etc. Donc, les choses sont très, très denses, quoi, pour elle à ce moment-là. Mais, au nom de cette égalité idéale, mais pas réalisée, alors que chacune se prend pour la mère et qu'Enfantin couche un peu large et en plus manipule les confessions, parce qu'en fait, il devient aussi un confesseur. Il se retrouve à... Il décide d'exclure toutes les femmes au nom d'une égalité, parce que cette égalité n'est pas réalisée. Boum. Et donc, les saint-simoniennes, certaines vont rester quand même sous tutelle enfantinienne, notamment celles qui vont fonder le livre des actes de la foi. Et d'autres vont fonder la Femme libre, Apostolat des femmes, qui est considéré comme le premier journal féministe francophone. C'est ça, le moment de création du féminisme en France pour les historiens du féminisme, non pas qu'il n'y ait pas de féminisme avant. Je n'avais pas compris de manière aussi claire, mais maintenant, en fait, que le feminist gaze que je propose dans ce livre chez Divergence, là, je sais pas si j'en ai un exemplaire accessible, des femmes et du style pour un feminist gaze, permet en fait aussi notamment de parler de féminisme dans des cas où le féminisme n'est pas affiché en tant que tel, et donc où on peut retravailler la notion, quoi. C'est un peu ça que j'essaie de faire. Et là, le propos d'hier, c'était de voir comment cette sororité religieuse, qui devient, disons, politico-religieuse / messianique, va amener dans ce contexte de séparation des femmes et de retraite non mixte à Ménilmontant, entre hommes, autre chose. Ça devient autre chose. Donc, elle s'interpelle toujours en tant que sœur, le pli est pris, mais elle ne savait plus dire exactement la même chose. Moi, je ne peux pas vous dire à quel point elles en ont ou non conscience, mais en tout cas, les choses bougent. Et cet appel aux sœurs, il se constitue donc au sein d'une famille, mais une famille qui les met au banc, et dont elles vont s'émanciper. Et s'émanciper, c'est sortir de la minorité. C'est une émancipation qui est symbolique, parce que l'émancipation au 19e, c'est quelque chose d'impossible pour une femme mariée, comme le sont la plupart de ces lingères saint-simoniennes. Elles ne vont pas elles ne le peuvent pas, en fait. Donc c'est un peu comme ça que ça... Enfin, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Elles se retrouvent à faire des choses. Et en fait, moi, je dirais même que ces choses les émancipent davantage qu'elles le pensent. Certaines vont acter cette émancipation, et quelques-unes, notamment les fondatrices, vont partir en Angleterre, plutôt du côté de l'ovénisme, qui est aussi un socialisme religieux. De toute façon, il n'y a pas de socialisme non religieux à l'époque, hein, mais qui est... qui est aussi ouvrieriste, etc., enfin, avec d'autres orientations, d'autres inventions, d'autres utopismes. Elle reste aussi un peu fourriériste, etc. Enfin, on est quand même dans un gros bordel de doctrines utopiques de l'époque.
Et elle se retrouve comme ça, l'appellation de sœur va être là, et elle va faire appel à une forme d'horizontalité ou de lien entre elles, en tant que saint-simonienne, mais progressivement. Mais progressivement, ça ne veut pas dire que c'est linéaire, ni que c'est atteint à la fin. Mais on va plutôt avoir des tâtonnements, des choses très polyphoniques et contradictoires selon les rédactrices, c'est que des femmes, non mixité imposée puis revendiquée. Ça aussi c'est intéressant parce qu'en fait là on est vraiment dans une sororité et pas une adelphité ou une fraternité puisqu'il n'y a que des femmes. Et elle s'adresse aux femmes en tant que femmes. Et en fait il y a plein d'articles qui sont adressés aux hommes, mais évidemment elle les appelle pas sœurs, quoi. Donc voilà, sœur va changer de sens dans le sens où en fait elles vont retrouver c'est quelque chose qui est très chrétien, c'est-à-dire l'universel. Mais les sœurs en christianisme c'est les sœurs de l'ordre, ou de la communauté, ou de l'église, enfin de l'ecclésia. Ce ne sont pas toutes les femmes du monde. Voilà. Ça l'est potentiellement, s'il y a une conversion. Et finalement, ce qui va se passer, notamment avec l'abandon du titre Femme libre puis Femme nouvelle, pour passer à Tribune des femmes, eh ben, on enlève apostolat et on enlève ensuite les marqueurs saint-simoniens trop forts. Ça reste un journal saint-simonien, mais voilà, cette ambivalence permanente, cette marginalité de la marge, elles sont en marche, un mouvement en marge, fait que le référenceur est profondément transformé. Et c'est en ça que je pense qu'elles inventent une sororité qui est très reprise ensuite, mais qui n'est pas du tout comprise, en fait. Et ça c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant, en fait. Comment cette sororité, elle s'invente, elle se construit, avec une immense complexité. Ça n'a rien de simple, ce qui se passe dans ces années-là. Mais c'est potentiellement une sororité qui relie l'ensemble de la classe des femmes. Et après, ben là, je suis rentrée dans les détails il y a des points aveugles, elles ont des oublis, elles essaient quand même d'élargir, elles prennent plutôt en compte les prostituées, elles vont pas du tout imaginer l'intersectionnalité, elles essaient de prendre en compte les bourgeoises, donc c'est beaucoup en fait. Hein, je veux dire, là, il faut acter l'immense courage de ces femmes. Mais elles ne prennent pas... il y a plein de choses qu'elles oublient, qu'elles zappent, etc. Ça, c'est une évidence, quoi. Donc, mais moi, ça m'intéresse qui est... ça, c'est vraiment ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière. Elles ne sont pas là pour être parfaites. Elles sont là pour... elles ont fait ce qu'elles ont pu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire et penser. Et d'essayer de penser autant, et c'est très dur, hein, et je dis pas que j'y arrive, mais ce qu'elles ont pensé avec le courage et l'audace que cela signifie, et d'accepter ce qu'elles n'ont pas pu penser, de l'acter, d'essayer de comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire les excuser, ça veut dire comprendre un système d'époque, la pensée saint-simonienne elle-même, voilà. C'est ça qui m'intéresse, hein, c'est pas juger les personnes ou ce qui va se passer pour elles, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant, personnellement. Donc voilà, c'était à peu près ça, ce que j'expliquais hier avec davantage des détails sur une question qui, bon, moi, Et puis, elles en viennent, à partir de là, à refonder un système familial. Donc, elles se revendiquent comme femmes, et elles vont considérer que femme, elles cherchent un contenu à cette catégorie, elles font, ce qui, à mon avis, une erreur fondamentale, elles vont considérer que femme, c'est mère. Et à partir de là, elles arrivent à l'idée que... Parce qu'en fait, je crois que la force de femme, c'est pas le contenu sémantique de femme, certainement pas anatomique, mais que ça dit une position sociale. Ça, c'est Geneviève Fraisse, les rapports de sexe comme catégorie vide, etc. Mais en fait, il y a un moment où leurs appels sont littéralement universels, puisque sans contenu, mais ce qu'elles vont faire du contenu sémantique mère dans femme, et c'est un contenu qui est en plus assez cruel, parce que celle qui propose ça, c'est celle qui n'arrivera jamais à être mère. Ah, bon. Ça, je vous laisse le régler dans votre coin, mais je trouve ça assez intéressant, celle qui dit on est toute mère. Alors, concrètement, accoucher d'un enfant mort-né, ça on le sait par ailleurs, c'est hyper triste. Et devient sage-femme. Boum, maternité symbolique. Donc, voilà. Moi, je suis pas là pour faire de la psychanalyse, hein, ça c'est pas mon taf. Je suis pas toujours convaincue par la psychanalyse, loin de là. Mais, et puis de toute façon, je fais pas ce qui est pas mon taf, je fais pas des maths ici, hein, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, voilà, moi je note ces contradictions, ces tensions qui apparaissent, quoi. Et elles se retrouvent donc donc elles vont ramener féminité à maternité. Féminité, c'est pas trop un terme comme ça. Maternité, ça apparaît en tant que concept, machin, etc. Mais maternité, pour elles, c'est à la fois organique et symbolique.
Alors, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce rapport nature-culture qui n'existe pas au XIXe siècle, et donc comment ils s'inventent. Et donc, elles inventent quelque chose, mais en fait, elles vont reprendre le concept de nature, en gros, nature de femme, sauf qu'elles vont considérablement l'élargir, et donc, au nom de la nature, elles doivent être les grandes éducatrices morales de la société. Et refonder la société avec un système matrilinéaire, qui est inspiré de James Lawrence, dont j'ai déjà parlé ici. Anne Verjus va sortir bientôt un bouquin sur James Lawrence, je suis très impatiente. Donc c'est ça qui se passe dans ces années-là, qui se met en place, et qui est absolument passionnant, quoi. Enfin, passionnant, qui est très complexe, hein. Ce sont des systèmes... Alors c'est complexe parce qu'elles sont multiples, elles pensent en désordre, enfin, donc là, les choses vont dans pas mal de sens et d'orientation en même temps, quoi. Et donc elles se retrouvent à ce moment-là, à parler, donc à s'interpeller en tant que sœur, et à théoriser une maternité. Alors moi, une des questions qui m'a été posée, ça a été un peu globalement, quel statut pour les enfants ? Bah en vrai, elles n'y réfléchissent pas, quoi. C'est-à-dire là, moi, elles mettent les enfants de leur côté, mais il n'y a pas d'autonomie des enfants par rapport aux mères. Ça n'existe pas à cette époque-là. Alors c'est des trucs qu'on peut un peu trouver chez Rousseau, mais elles n'ont pas lu Rousseau. Voilà. On n'est pas dans ces années-là, enfin, où enfin, il n'y a pas de... Alors, elles ont une idée du bien-être des enfants, bien sûr. Mais la question revenait à penser qu'il pouvait y avoir du dolto pour les enfants. Enfin, et ça, c'est... En fait, on a 150 ans de décalage. Ça n'existe pas, la psychologie de l'enfance dans les années 1830. Et elles pensent que leurs enfants étant elles-mêmes, elles sont les meilleures représentantes de leurs enfants. Et là, on est en plein adultisme, ça, c'est des choses qui sont plus du tout possibles. Et là, moi, ça m'a vraiment interrogée de retravailler cette question-là. Alors moi, je suis assez ambivalente par rapport au concept de sororité, en tant que concept féministe, parce que je le trouve très beau. Sisterhood is Powerful, Robin Morgan, je trouve ça très beau. Je trouve important le livre de Chloé Delhomme sur la sororité, déjà en tant qu'acte, et en tant que moment de politisation, important. Mais je dois bien avouer que je suis pas hyper hypée à l'idée de... Enfin, je vois bien l'éthique que ça peut impliquer de se comporter en féministe entre féministes et au-delà. Et pas qu'entre femmes. Mais j'ai une méfiance avec... Alors moi, en plus, j'ai pas eu de sœur, donc ça m'aide pas. Mais j'ai une espèce de méfiance sur le lien familial. Voilà. Et ça m'interroge énormément, parce que là, donc moi, je suis en train de faire famille, je suis enceinte. C'est une grossesse qui est désirée. C'est une grossesse qui est rendue possible. Et donc là, bon, on est en train de switcher. Ça, c'était pas ma communication, évidemment. C'est une grossesse que je n'ai désirée réellement qu'après avoir cessé de relationner complètement avec des hommes. Enfin, j'ai pu penser à avoir des enfants en sortant avec des hommes, mais je n'en ai jamais eu le désir profond. Je crois aussi que je mélangeais le désir d'enfant et le désir de validation amoureuse. En tout cas, je les crains à plusieurs moments de ma vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si rare. Et là, moi, ce désir... Enfin, d'ailleurs, ça n'a même pas été un désir d'enfant. Il y a une évidence de, il faut que je tombe enceinte et je me démerde. Mais il y a eu un... Ah oui, et puis... la personne odieuse qui a balancé « Oh, mais elle n'est pas lesbienne », comme si lesbienne signifiait stérile. Évidemment que t'es béni. Toi, tu reviens jamais. D'aucune façon. Toi, tu vires. Quelqu'un qui est incorrect comme ça, mais tu peux pas rentrer chez les gens et te mettre à chier sur le paillasson, enfin. C'est pas possible, quoi. Là, il y a un moment où il faut retourner dans sa grotte, quand on n'est pas éduqué à ce point-là, quoi. C'est non négociable, quoi. Mais là, je veux dire, en ce moment, on parle beaucoup... Pour moi, on n'est pas seulement dans les suites de MeToo, on est dans les suites du MeToo inceste. On est dans un moment où on parle vraiment, en tout cas en cercle militant, d'adultisme et d'inceste. Moi, on m'a offert, je ne l'ai pas encore lu, j'ai très envie de le lire, pour en finir avec la famille hystérique et associée de Sophie Lewis, qui là est un peu en tournée, etc. J'ai vu qu'elle était à Lausanne notamment. Lausanne ou Genève, je ne sais déjà plus. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de lire, qui arrive bientôt. C'est pas quelque chose qu'on a chez les Saint-Simoniennes, c'est quelque chose qui va venir peut-être plus tard, j'attends ça avec impatience. Des gens travaillent sur les enfants, Alexandre Frondizi travaille sur les Gavroches de 48, des choses comme ça. Enfin, la question de l'enfant en tant que sujet autonome, elle est vraiment en train d'arriver, elle est extrêmement importante. Mais elle va pas être Saint-Simonienne, et moi,
je me dis, mais pourquoi le modèle de la famille pour penser des liens politiques? Et dans le même temps, je suis en train de faire famille, et je peux pas dire que... Enfin, là, pour moi, la famille, en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et douloureux. Aujourd'hui, papa, donc aujourd'hui où je tourne, aurait eu 63 ans. Il n'a jamais eu 60 ans. Et ça fera bientôt 4 ans qu'il est mort. Et ouais, je veux dire, il y a quand même eu presque une année pour moi qui a été consacrée à, entre autres, hein, je sais pas, tout arrêté, mais où je me suis réinstallée à Bordeaux et à la maison et où j'étais là pour prendre soin et faire famille et organiser la maladie, enfin pas organiser la maladie elle n'est pas organisable, mais organiser la famille et les liens autour de lui. Et ça, je l'ai fait. Ou faire famille, ça a aussi été des façons de se retrouver au moment du deuil, au moment des obsèques et dans ce qui a suivi. Et bah, malheureusement, ça a aussi été des moments de ne pas se retrouver. Enfin, moi, je veux dire, j'ai eu d'autres deuils depuis, et je pense à un notamment, celui de Stéphane en septembre, bah, où Stéphane, j'ai plus de relation amicale hein, avec lui à partir du moment où il a su que papa était incurable. Il a plus réussi à m'écrire. Et moi, j'ai plus réussi à lui parler parce que le deuil sépare aussi. Voilà, c'est un ami, c'était pas la famille, mais c'est ça m'interroge énormément que ce moment ou ces espèces de conjonction qu'il peut y avoir entre le faire famille et la politique, parce que... Alors, ce qu'il y a au milieu, c'est alors pas la pensée de la nation, mais le vivre ensemble de Renan, passé commun, envie de vivre ensemble et globalement de monter des projets ensemble. Alors non pas des projets en mode Startup Nation, mais d'avoir une espèce de projection. Je ne sais plus le terme pour l'avenir chez Renan, mais c'est passé, présent et avenir qui va faire ce qu'il appelle une nation et ce que moi j'appellerais communauté. Et je suis pas sûre de la formulation de famille choisie, parce que pourquoi parler de famille? L'avantage de la famille choisie ou des amitiés, c'est que tu les romps plus facilement. Et ça me paraît être une grande libération que de se libérer de la nécessité de fréquenter toute ta famille, par exemple. Notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup de familles maltraitantes, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on deal avec, comment on gère le fait que faire famille, c'est à la fois une énorme ressource quand on en bénéficie, mais une injonction ahurissante et un lieu de violence pour beaucoup trop de monde. Et là, donc moi, vraiment, la sororité, donc, alors la sororité, l'avantage, c'est qu'elle implique un lien horizontal. La famille, c'est des hiérarchies aussi, notamment sur l'âge, mais comment vous arrivez à passer outre les écarts d'âge? Quand on est à... alors, moi, je veux dire, j'ai eu des amis beaucoup plus vieux, et des amis plus jeunes, c'est encore dur, mais ça arrive. Là, hier, je me suis sentie quand même vieille par rapport aux doctorantes, mais il y en a une qui m'a demandé depuis combien de temps je faisais de la recherche. Ben, 5 ans d'après-thèse, 5 ans de thèse, 10 ans. Ça fait pas jeune. Et c'est pas jeune. Ah, je suis statutairement jeune chercheuse parce que pas en poste, mais je ne suis pas jeune. Et ça, c'est plutôt des chocs, en fait. Ces moments-là ou ces apprentissages-là. Donc, je suis hyper partagée sur ça, quoi. Et là, la question du deuil, elle va encore tout reconfigurer parce que le moment du deuil, c'est vraiment un moment où on fait famille, quand les choses se passent. Mais le deuil, c'est aussi une injonction terrible. Alors là, j'ai écouté le truc sur la mort et les funérailles en féminisme. Je n'ai pas tout écouté parce que c'était quand même aussi... d'abord parce que je fais des siestes. Mais il y a eu des moments où voilà, ça a décroché. Mais comment on se retrouve à faire famille dans des moments difficiles, et comment on peut traverser les moments difficiles sans faire famille. Moi, le deuil de mon père, il est dur parce que c'est mon père, mais il est dur aussi parce que c'était un ami très proche et une de mes grandes personnes préférées. Mais je suis une grande personne. Et là, j'ai pas vraiment de solution à ça, mais je pense, alors je suis très très impatiente de lire Sophie Lewis. Je vois bien, il y a un lien entre ça et la question du harcèlement. D'abord parce que ce harcèlement, il est arrivé sur une jalousie de grossesse qui est quand même... j'y peux rien de toute façon. Et puis en vrai, je m'en fous. Puis en plus, je raconte en deuil et une tristesse. Est-ce qu'on peut me foutre la paix, quoi? Est-ce que j'ai pas eu assez de deuil ces dernières années? Enfin,
Si vous voulez les voir, les deuils, hein, ils sont annoncés en début de vidéo, hein, et quand c'est pour un tel, c'est que la personne est morte dans la semaine. C'est tout. Et que les vidéos sont choisies en fonction, c'est parfois dit, parfois non, mais c'est montré, quoi. Et ça fait beaucoup de gens, en fait, qui ont été perdus, pas tous de ma famille, mais voilà, ce truc-là de faire famille, avec cet étonnement que, là, je vais dire, moi, le faire famille, c'est vraiment une volonté. Et c'est pas juste prendre des nouvelles, c'est autre chose, faire famille. C'est vouloir faire famille, et en fait, ça, c'est comme les amitiés, ça doit être réciproque. Et je dois avouer que j'ai eu des grandes déceptions familiales et amicales à ce niveau-là. Alors parfois, la déception est grande, alors que la relation est assez ténue. Hein. Voilà. Ça, après, c'est des questions de projection personnelle, de machin, d'envie, de finalement. Et puis, des fois, on se dit, bon, en vrai, j'avais très envie, mais finalement, ça va. Ça arrive aussi. Mais se faire famille, pour moi, il est vraiment étonnant. J'essaie de faire de ma famille une famille, en gros, choisie. Mais c'est extrêmement compliqué, puisqu'elle n'est pas choisie. Mais qu'elle soit une performance dans le sens de Butler, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas du tout être théâtral, mais quelque chose qui va être non seulement une volonté, mais une série d'actions répétées qui permettent de maintenir le lien, et de le maintenir positivement, parce que sinon c'est quoi l'intérêt ? Si c'est pas un lien de soutien. Et c'est très très étonnant, parce qu'on fait famille avec des gens avec lesquels on n'a pas d'affinité. Enfin, ça me paraît... Je ne pense pas que je serais amie avec ma mère, et proche comme ça de ma mère, si c'était pas ma mère. Enfin, ça me paraît même sûr que non, quoi. Donc c'est un moment, en fait, le lieu familial, c'est un moment en dehors des questions de violence. Et je ne sais pas comment on fait famille sans violence. Peut-être que Sophie Lewis a expliqué, mais je suis pas sûre que ça prenne cette direction. Où les questions sont aussi de l'ordre de, finalement, c'est les gens que j'ai le moins choisis. Enfin, par définition, puisque les choses sont ainsi faites. Et donc, pourquoi perpétuer ce choix, qui n'en était pas un ? Ou pourquoi faire un choix d'une chose qui est, alors, possiblement une contrainte, mais un fait. Voilà. Un donné, quelque chose qui a été là. Et là, je trouve quelque chose d'extrêmement libérateur dans cette idée-là. Moi, en tout cas, je me projette vraiment dans cette idée de faire famille à mon tour, pour moi, devenir mère, dans l'idée de créer de l'autonomie, maintenir la mienne et permettre celle de quelqu'un d'autre, en sachant que l'autonomie, c'est vachement long à apprendre. Et c'est un peu le travail d'une vie. Et là, moi, vraiment, je suis vraiment sidérée parce que j'entends souvent aussi des gens dire ou s'étonner ou sur le fait que la famille, que les liens sociaux, la dimension politique ou socialiste, etc., nieraient les individualités. Bah, ça dépend. En tout cas, moi, je veux dire, je ne suis pas capable de nier mon individualité du tout, et je ne le pense pas souhaitable, et je vois au contraire là, non seulement le dogmatisme, mais également le contrôle des uns et des autres. Ce que j'avais dit, et je l'ai dit la semaine dernière dans ce cours à Liège à une étudiante, je me disais, mais alors le féminisme, c'est ça ou ça ? Je dis, attendez, le féminisme, c'est ce que vous voulez. Et ce qui va se passer, et donc vous pouvez constater des phénomènes socio-historiques, mais si quelqu'un vous dit qu'il faut que vous fassiez ça pour être féministe, on ne vous parle pas de féminisme, là on vous parle de contrôle. Et je ne pense pas que ce soit une question de choix, là je pense que c'est une question d'émancipation. Je ne sais pas comment on peut imaginer un monde émancipé, et ça c'est un point que j'ai repris dans la communication d'hier et qui pour moi est vraiment essentiel, c'est-à-dire elles vont penser un monde dans lequel les Saint-Simoniennes, elles savent qu'elles ne peuvent pas deviner l'avenir, parce que l'avenir, donc, il sera dans leur configuration amenée par, j'allais dire la fille mère, la femme mère, la femme messie, la mère, etc., va tout changer. Et donc, elles savent qu'elles hâtent une venue, bon, ce que ça passe, c'est que ça ne viendra pas, mais d'une certaine manière, elles anticipent, ou elles prévoient, ou elles ébauchent l'idée d'un monde dans lequel, un jour, elles sont périmées. Et donc, d'un point de vue épistémologique, social, etc., elles anticipent leur obsolescence. Et je crois qu'une des façons saines de faire famille, c'est de savoir ça. C'est de savoir qu'on va faire, et donc famille, etc., ou de penser la transmission, c'est de savoir qu'on va transmettre des choses qui vont être obsolètes. Et donc ça vaut le coup de transmettre des méthodes plutôt que des contenus, hein.
mais des principes, voilà, des trucs comme ça, des mouvements, des dynamiques, des caractères, des jeux de mots. Mais voilà, et en même temps c'est très vain, quoi. Si on sait à quel point tu es cendre et tu reviendras à la cendre, transmission, hein. Qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu transmets si tout est cendre? Et si le monde va vers la cendre? Et moi c'est ça, la question. C'est peut-être la cendre qui va lier la famille, le deuil et la politique. Chez les Saint-Simoniennes, on est plutôt dans des images de feu. Très très actuelles, les images de feu. J'avoue que j'ai souvent plutôt le goût de la cendre. Et je vous dis à bientôt.